ce n'était pas la silhouette massive du gardien Luang. C'était un homme plus jeune, au visage émacié, portant des lunettes rondes et une blouse blanche tachée de produits chimiques. Il tenait un dossier sous le bras et semblait regarder fixement dans leur direction, les yeux écarquillés comme s'il percevait une présence fantomatique à travers un voile de brume. « C'est lui !» murmura Nguyen, le souffle coupé. « C'est CM, l'auteur du registre. » L'homme de l'autre côté fit un pas hésitant vers la porte, sa main tremblante tendue comme pour toucher la paroi invisible qui les séparait. Mais au moment précis où ses doigts allant entrer en contact avec le champ d'énergie, le résonateur d'en commença à fumer. Une étincelle violette jaillit des circuits, un bruit de court-circuit déchira le silence, et la connexion se rompit brutalement dans un craquement sinistre. Le mur redevint instantanément solide, redevenant ce bloc de béton muet et froid. Le silence retomba, plus lourd et plus étouffant que jamais. On se précipita vers son appareil, examinant les composants calcinés avec dépit. La surcharge a grillé les isotopes de compensation de l'alliage, jura-t-il doucement en secouant la tête. Mais tu l'as vu, n'est-ce pas? Il n'y a plus aucun doute possible. Il nous a vus. Nguyen était incapable de prononcer un mot, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Le regard de CM n'était pas un regard de peur ou de folie, mais de soulagement pur, presque de gratitude. Comme s'il attendait ce moment précis, ce signal, depuis 70 ans de solitude temporelle. Elle comprit alors avec une certitude absolue que le registre n'était pas seulement un manuel de sécurité ou un catalogue, c'était un appel au secours lancé à travers les âges. « Professeur, dit-elle enfin, sa voix n'étant plus qu'un souffle fragile. Il ne cherchait pas seulement à protéger la collection des mains des profanes. Il cherchait quelqu'un de son sang ou de son métier pour la récupérer et la mettre à l'abri des vents de l'histoire. Et cette personne, je le sens au plus profond de moi, c'est moi. » On regarda longuement le mur, puis tourna les yeux vers sa jeune collègue avec une gravité nouvelle. « Le risque vient de changer de nature, Nguyen. Nous ne jouons plus avec des théories. Si nous retournons là-bas avec un équipement plus puissant pour stabiliser le pont, nous ne serons plus de simples observateurs invisibles. Nous allons devenir des acteurs d'une histoire qui a déjà été écrite en partie, mais dont la fin dépend désormais de notre courage. » Nguyen ramassa le registre et le serra contre son cœur comme un talisman sacré. Elle savait ce qu'elle devait faire, quel que soit le prix à payer. Elle devait retourner en 1954, retrouver le badge en lotus que Luang détenait, et découvrir ce que CM avait réellement caché derrière le point gamma. Le secret de la porte numéro 7 n'était plus une simple curiosité archivistique ou une énigme scientifique, c'était devenu sa destinée personnelle. Chapitre 7, le témoignage de l'ombre. Hanoï, octobre 1954. Je m'appelle Luang. Pour la plupart des gens qui hantent ces couloirs, je ne suis qu'un vieil homme en uniforme fatigué, une ombre parmi les ombres de la Bibliothèque nationale. On m'ignore souvent, et cela me convient. C'est dans l'ombre que l'on observe le mieux la poussière danser dans les rayons de soleil et que l'on entend le murmure des livres qui respirent. Mais ce soir, le silence de la bibliothèque n'est pas celui d'une fin de journée ordinaire. Il est lourd, électrique, comme le calme avant l'orage qui s'apprête à balayer notre ville. Les Français partent, les nôtres arrivent, et entre les deux, le temps semble retenir son souffle. Je savais qu'elle reviendrait. Assis sur mon tabouret près de la réserve, j'écrasais ma 3e cigarette de la soirée. Le docteur Locke m'avait prévenu, il y a des années de cela, que mon rôle ne se limiterait pas à surveiller des rayonnages. Luang m'avait-il dit de sa voix grave, un jour, une femme viendra. Elle aura le regard de ceux qui cherchent la vérité au-delà du visible. Elle ne sera pas d'ici, ni de maintenant. Ce jour-là, tu sauras quoi faire. À 19 heures précises, alors que les 7 coups de la grande horloge résonnaient comme des glas funèbres dans le hall désert, l'air au bout du couloir s'est mis à vibrer. J'ai vu le mur de briques s'effacer, remplacé par une déchirure de lumière pure, une plaie dorée dans la trame de notre réalité. De cette fente est sortie Nguyen. Elle portait la tunique de nos mères, mais sa démarche et l'éclat de ses yeux appartenaient à un monde que je ne verrai jamais.
Elle semblait égarée dans ce passé qu'elle ne connaissait que par les livres, et pourtant, son nom brûlait dans ma mémoire comme s'il y avait toujours été gravé. Je me suis levé lentement. Mes vieux os craquaient, rappelant le poids des années passées à attendre ce moment précis. Elle s'est approchée, haletante, le visage baigné de cette sueur froide que seule la peur de l'impossible provoque. Elle me fixait comme si j'étais un fantôme, sans réaliser que, pour moi, c'était elle l'apparition. « Vous êtes revenu, ai-je dit, ma propre voix me paraissant étrangère dans ce silence surnaturel. Je savais que l'unité vous appellerait. » Elle ne comprenait pas encore tout, je le voyais à la façon dont elle serrait son sac contre elle. Je savais ce qu'elle cherchait. Ce n'était pas seulement de l'encre sur du papier, c'était la preuve que le sacrifice du docteur Locke et de CM n'avait pas été vain. J'ai plongé la main dans ma poche profonde, là où je gardais ce secret depuis si longtemps qu'il faisait presque partie de ma chair. J'en ai sorti le badge en forme de lotus. Même dans la pénombre du couloir, le métal brillait. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était un éclat qui semblait puiser sa force dans une source invisible. Lorsque je lui ai tendu, j'ai senti une décharge parcourir l'air entre nous. « CM m'a dit de ne le donner qu'à celle qui connaîtrait le secret de la 7e heure, ai-je murmuré, conscient que chaque seconde comptait. Il vous attend au point Gamma, près de la vieille citadelle. Ne traînez pas, ma petite. Le passage est une porte ouverte par effraction, et le propriétaire en le temps lui-même y finit toujours par s'en apercevoir. » Elle a saisi le badge, et j'ai vu ses yeux s'illuminer d'une compréhension soudaine, presque douloureuse. Elle n'avait plus besoin de mes explications. Elle s'est retournée et s'est élancée vers la sortie, sa silhouette se fondant rapidement dans l'obscurité de la rue. Je suis resté là, seul dans le couloir, écoutant le bruit de ses pas s'estomper. Dehors, Hanoï était une ville fantôme. Les patrouilles françaises circulaient encore, nerveuses, leurs phares balayant les murs décrépits comme des yeux de prédateurs. Je savais qu'elles couraient vers la citadelle, vers ce point Gamma ou CM. Garder les derniers vestiges de notre savoir avant que l'histoire ne les recouvre de son voile d'oubli. Je l'imaginais traverser les jardins envahis par la végétation, là où les racines des banians déchirent la pierre des anciens remparts. Je savais que CM l'attendait là-bas. Il était plus jeune que moi, mais son esprit était déjà usé par les calculs impossibles et le poids de la responsabilité. Il avait renoncé à sa vie, à son nom, pour devenir le gardien de la porte numéro 7. Pendant qu'elle fuyait vers son destin, je suis retourné à mon poste. J'ai rallumé une cigarette. La fumée montait en spirale lente, imitant les tourbillons du temps que je venais de contempler. À cet instant, je me sentais à la fois infiniment petit et crucial. J'étais le témoin, le passeur, le maillon fragile entre deux siècles qui ne devaient jamais se rencontrer. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu le souffle du vent changer de direction dans le sous-sol. C'était le signal. Elle revenait. Elle est réapparue dans le hall de la bibliothèque, courant comme si le diable était à ses trousses. Son sac semblait lourd, déformé par le poids des manuscrits et des flacons qu'elle avait récupérés. Elle était épuisée, ses vêtements tachés de boue et de poussière séculaire, mais son visage rayonnait d'un triomphe silencieux. Elle a traversé la pièce en direction de la déchirure lumineuse qui commençait déjà à s'effilocher, les bords devenant gris comme du vieux parchemin brûlé. Elle s'est arrêtée un instant, juste devant le tunnel vacillant. Elle m'a regardé. Il n'y avait pas de mots nécessaires. Dans ses yeux, j'ai lu la promesse que tout ce qu'elle emportait serait protégé. Qu'elle comprendrait ce que nous avions découvert. Que le savoir ne mourrait pas avec nous. « Merci, Luang » a-t-elle murmuré dans un souffle. Je n'ai rien dit. J'ai simplement levé la main dans un geste d'adieu, un salut à l'avenir qu'elle représentait. Elle a sauté dans la lumière. Il y a eu un flash insoutenable, un craquement qui a fait trembler les vitres du dôme de la bibliothèque, puis... plus rien. Le mur était de nouveau là. Froid. Solide. Impénétrable. Le silence est revenu, mais ce n'était plus le même silence. L'électricité avait disparu, laissant place au calme plat d'une nuit d'octobre ordinaire. Je me suis approché du mur et j'ai passé ma main sur les briques.
Elles étaient chaudes au toucher, comme si elles gardaient encore la trace de son passage. Je savais que je ne la reverrais jamais. Je savais aussi que mon travail ici était terminé. Demain, de nouveaux drapeaux flotteraient sur Hanoï. De nouveaux hommes prendraient possession de ces couloirs. Ils fouilleraient les archives, ils classeraient les livres, mais ils ne trouveraient jamais ce qu'elles venaient d'emporter. Le point gamma resterait une énigme gravée dans la pierre, et CM s'effacerait lentement de la mémoire des hommes pour ne devenir qu'une initiale oubliée dans un vieux registre. Je me suis rassis sur mon tabouret. J'ai regardé ma main, celle qui avait tenu le badge en lotus pendant tant d'années. Elle me paraissait vide, mais légère. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que le temps n'était plus mon ennemi, mais un complice. La nuit continuait son cours sur la ville endormie. J'ai fermé les yeux, imaginant Nguyen de l'autre côté, dans son monde de lumière et de machines, ouvrant le sac pour y découvrir les secrets de la porte numéro 7. L'histoire pouvait désormais suivre son chemin de sang et de gloire, le plus important avait été sauvé. Je pouvais enfin dormir. Les jours ordinaires. Les jours qui suivirent le retour de Nguyen se déroulèrent avec une régularité presque suspecte. La Bibliothèque nationale du Vietnam respirait comme toujours, un organisme ancien qui ne révélait jamais ses secrets à la première lecture. Les lecteurs entraient, sortaient, feuilletaient des ouvrages, laissaient derrière eux des traces invisibles de curiosité et de fatigue. Nguyen reprit son travail avec une application méticuleuse. Elle vérifia des côtes, répondit à des demandes banales, expliqua patiemment à un étudiant distrait pourquoi un manuscrit du XIXe siècle ne devait pas être photographié avec un flash. Tout semblait identique. Pourtant, quelque chose avait changé. Chaque fois qu'elle passait près du mur du sous-sol, elle ralentissait légèrement. Non par crainte, mais par respect. Elle savait désormais que certains murs écoutent. Le professeur en venait parfois lui rendre visite sous des prétextes anodins. Il parlait de restauration de documents, de budgets insuffisants, de la mauvaise qualité du café des distributeurs automatiques. Mais entre deux phrases banales, un regard suffisait à rappeler qu'il partageait une connaissance rare. Le temps est calme, dit en un après-midi. Trop calme. Nguyen hocha la tête. Le temps n'est jamais calme, répondit-elle. Il se repose. Chapitre XXXX. Les signes discrets. Un matin, alors qu'elle classait des fiches jaunies, Nguyen remarqua une anomalie infime. Une référence croisée menait vers un document qui n'aurait pas dû exister dans cette section. Un simple feuillet, sans importance apparente, décrivant un projet de ventilation abandonné dans les années 50. Elle fronça légèrement les sourcils. Le plan portait une annotation manuscrite qu'elle connaissait trop bien. Une écriture sobre, presque austère. Celle de Bang. Le papier n'était pas ancien. Il avait été ajouté récemment. Nguyen sentit une chaleur familière l'envahir, un mélange d'inquiétude et de reconnaissance. Bang n'avait pas disparu dans le passé. Il avait laissé des traces. Elle rangea le document à sa place, puis ajouta une note discrète dans le catalogue numérique. Une note anodine, incompréhensible pour quiconque n'était pas formé à lire entre les lignes. Chapitre XL. La correspondance invisible. Les semaines passèrent. Puis un jour, Nguyen trouva dans sa boîte professionnelle une enveloppe sans timbre, sans cachet officiel. À l'intérieur, une simple feuille, blanche, presque vide. Elle sourit. L'encre apparaissait seulement lorsqu'on exposait le papier à une lumière précise. Une astuce ancienne, élégante, parfaitement inutile pour un espion pressé. Le message était court. Le thé est toujours chaud. Les livres respirent. Le silence tient bon. Nguyen posa la feuille sur son bureau et ferma les yeux quelques secondes. Bang allait bien. Le gardien faisait son travail. Elle répondit le lendemain, utilisant le même procédé, le même ton tranquille. Le catalogue est stable. Les lecteurs sont patients. Le temps écoute. Chapitre XLI. L'archiviste et le monde.
Un soir, en quittant la bibliothèque, Guyet observa la ville moderne, ses lumières, ses écrans, son agitation douce et parfois absurde. Elle pensa aux chronos, à leur peur déguisée en certitude. Elle se demanda où ils étaient, ce qu'ils faisaient désormais. Peut-être lisaient-ils. Peut-être hésitaient-ils. Elle comprit alors quelque chose de fondamental. La victoire n'avait pas été d'empêcher un changement. Elle avait été de déplacer la question. Le problème n'était plus comment changer l'histoire, mais comment vivre avec elle sans la brutaliser. Chapitre XLI. La bibliothèque comme promesse. Guyet organisa, quelques mois plus tard, une exposition discrète sur le thème du temps dans les archives. Rien de spectaculaire. Des horloges anciennes, des calendriers lunaires, des manuscrits annotés par des générations de lecteurs. L'exposition eut un succès inattendu. Des visiteurs restaient longtemps devant les vitrines, lisant lentement, posant des questions simples. Une enfant demanda un jour. « Madame, est-ce que les livres peuvent voyager dans le temps ?» Guyet sourit. « Oui, répondit-elle. Ils le font chaque fois que quelqu'un les lit avec attention. » Chapitre XLIT. La nuit de la 7e sonnerie. Une année passa. Puis, un soir d'octobre, à l'heure exacte de la 7e sonnerie, Guyet se trouvait encore dans la bibliothèque. L'horloge sonna. Une fois. 2 fois. Jusqu'à 7. Rien ne se produisit. Aucun mur ne vibra. Aucune porte ne s'ouvrit. Guyet ferma les yeux, sereine. C'était parfait. Le temps n'avait pas besoin d'être dérangé. Il avait besoin d'être accompagné. Chapitre XLIV. Ce qui reste. Dans un dossier personnel, soigneusement scellé, Guyet conserva quelques objets. Une reproduction de la fleur de lotus. Une copie partielle du registre, volontairement incomplète. Et une photo ancienne de la salle de lecture en 1954. Elle n'en parlait à personne. Le silence n'était plus une protection. Il était devenu un choix conscient. Chapitre XLV. Épilogue. La Science d'Aus. Bien des années plus tard, lorsqu'on lui demanda lors d'une conférence ce qu'elle pensait du futur des archives à l'ère de la technologie, Guyet répondit simplement. Le futur n'est pas une course. C'est une conversation. Et comme toute bonne conversation, elle demande de l'écoute, de la patience et parfois, le courage de ne pas répondre trop vite. Dans la salle, quelqu'un applaudit doucement. Guyet sourit. La bibliothèque continuait de respirer. Le temps continuait de passer. Et quelque part, dans les pages invisibles de l'histoire, un thé refroidissait lentement, sans jamais perdre son parfum. Les petites vagues. Les saisons glissèrent avec une discrétion presque pédagogique. Rien ne se produisait qui méritât un rapport officiel, et pourtant Guyet sentait que le monde avait appris quelque chose. Les lecteurs restaient plus longtemps assis. Les questions devenaient moins pressées, plus précises. On demandait non seulement où se trouvait un livre, mais pourquoi il avait été écrit. Un après-midi, un étudiant en informatique lui demanda comment préserver des données pour 100 ans. Guyet répondit sans hésiter. En les confiant à des humains, dit-elle. Les machines conservent, mais seuls les humains comprennent pourquoi. Chapitre XLVII. Le retour de l'humour. Le professeur en apporta un jour un petit objet enveloppé dans du papier brun. Je me suis permis une expérience inoffensive, dit-il. À l'intérieur se trouvait un métronome ancien, réparé, parfaitement réglé. Il ne sert à rien de scientifique, ajouta-t-on. Mais il rappelle aux étudiants que le rythme existe avant la formule. Guyet éclata d'un rire franc. C'est dangereux, dit-elle. Les gens pourraient apprendre sans s'en rendre compte. Chapitre XLVIII. La lettre de Bang. Une nouvelle lettre invisible arriva, plus longue cette fois. Les volumes dorment bien. Certains se réveillent parfois, mais seulement pour poser des questions honnêtes. J'ai appris que le silence n'est pas l'absence de parole, mais le respect de ce qui n'est pas encore prêt. Guyet relut la phrase plusieurs fois.
Elle y reconnut une maturité qui ne venait pas du temps vécu, mais du temps accepté. Elle répondit avec une phrase unique. Le catalogue te salue. Chapitre XX. Une rencontre inattendue. Lors d'un colloque international, Nguyen croisa un chercheur étranger qui parlait de modèles temporels avec une prudence remarquable. Il ne promettait rien, n'annonçait aucune révolution. Il parlait surtout de limites. À la pause, ils échangèrent quelques mots. « Vous croyez que le temps peut être maîtrisé ?» demanda Nguyen. Le chercheur sourit. « Non, répondit-il. Mais je crois qu'il peut être respecté. » Nguyen nota mentalement son nom. Le respect était souvent le premier signe d'un futur habitable. Chapitre L. La bibliothèque la nuit. Une nuit, alors que la bibliothèque était presque vide, Nguyen resta seule dans la salle de lecture. Elle écouta le balancier, non pour guetter une ouverture, mais pour savourer sa régularité. Elle pensa à la jeune femme qu'elle avait été, fascinée par un mur. Elle pensa à celle qu'elle était devenue, attentive aux personnes. Elle comprit que le véritable voyage n'avait jamais été dans le temps, mais dans la manière de regarder les autres. Chapitre L. Transmission. Nguyen accepta un stagiaire. Une jeune femme curieuse, trop rapide, trop brillante. Nguyen la laissa courir quelques semaines, puis un jour lui dit calmement. Avant d'accélérer, apprends à t'arrêter. Les archives aiment ceux qui respirent. La stagiaire leva les yeux, surprise. Puis elle sourit. Chapitre LI. Le mur. Le mur du sous-sol resta muet. Pourtant, Nguyen y déposait parfois la paume de sa main, comme on salue un vieil ami. Elle ne demandait rien. Elle remerciait. Chapitre LI. Ce qui ne s'ouvre plus. Avec le temps, Nguyen comprit une vérité simple. Certaines portes n'étaient pas faites pour être rouvertes, mais pour rappeler qu'elles avaient existé. Et cela suffisait. Chapitre LIV. La dernière note. Dans son carnet personnel, elle écrivit une phrase sans date. Le temps n'est pas un lieu à conquérir, mais un partenaire de danse. Il faut écouter la musique. Elle referma le carnet. Chapitre LV. Épilogue final. La paix des pages. Un matin ordinaire, Nguyen entra dans la bibliothèque comme toujours. Elle salua ses collègues, prépara son thé, et ouvrit un livre au hasard. Le monde continuait. Les erreurs existaient encore. Mais la précipitation avait perdu un peu de terrain. Et dans ce léger recul, l'humanité trouvait parfois la sagesse de ne pas appuyer sur tous les boutons qu'elle savait désormais fabriquer. Le secret de la porte numéro 7. Chapitre 1. Les murmures de l'archive. Point de vue, Madame Anne, directrice adjointe de la Bibliothèque nationale, retraitée. Hanoï, de nos jours. Le silence de la Bibliothèque nationale n'est jamais un vide, c'est un tissu dense fait de millions de respirations de papier. J'ai passé 40 ans de ma vie à écouter ce souffle, à classer l'oubli et à surveiller les ombres qui rampent entre les rayonnages de chêne. On me dit que je suis une femme de rigueur, une gardienne du temple, mais personne ne sait que j'ai surtout été une gardienne de secrets. Ce matin-là, j'observais la petite Nguyen, notre jeune archiviste la plus douée. Elle a ce regard que je reconnais entre mille, celui de ceux qui ne se contentent pas de lire les mots, mais qui cherchent la vibration de l'âme derrière l'encre. Elle travaillait sur le fond documentaire des années 50, une période charnière où l'histoire de notre ville s'est écrite dans les larmes et l'incertitude. Je l'ai vue s'arrêter devant une boîte en carton